toutes et à tous. Bienvenue à la Bibliothèque Fusain pour ce premier salon philo de l'année universitaire. Après 2 ans d'interruption, nous revenons avec la tradition selon laquelle un enseignant-chercheur de Paris 1 vient présenter son ouvrage. Et c'est ensuite l'occasion d'une discussion avec le public et le professeur. Pour ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir M. Philippe Humann, philosophe des sciences, directeur de recherche à l'IHPST, donc l'Institut d'histoire de la philosophie, des sciences et des techniques. Merci. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et pour cette grande première, voilà, de Salon Philo. Vous allez nous présenter votre ouvrage que vous avez écrit donc, du coup, il y a maintenant 2 ans, en 2020, aux éditions Autrement, qui s'appelle « Pourquoi une question pour découvrir le monde ». Et donc, nous aurons un temps après pour des questions que vous pourrez poser et un petit verre pour continuer à discuter autour de l'ouvrage. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Et puis je suis content d'être ici puisque c'est à plusieurs titres mon milieu. J'ai fait mes études ici. Voilà. Donc je vais vous parler de ce livre de manière un peu pas une présentation avec un PowerPoint, des slides, un enchaînement, tout ça. C'est beaucoup plus tranquille, quoi. Voilà. Et puis, je vais aussi parler un petit peu de choses qui m'ont motivé moi et qui sont peut-être pas transparentes dans le livre. En fait, c'est un livre qui est dans une collection qui s'appelle Les Grands Mots, chez Autrement, Flammarion, et où on demande à des philosophes d'écrire sur un mot. Et en fait, il m'avait demandé d'écrire sur que je voulais, puis j'ai donné plusieurs mots et le gars m'a dit « Ah ouais, pourquoi, c'est bien » et tout. Et en fait, c'était le mot auquel je pensais, puis je me disais « Non, quand même, c'est pas possible ». C'est très dur, en fait. Pour moi, c'est très dur de dire des choses assez générales sur pourquoi. Et après, tous les amis, les copains qui font « Ah, t'écris sur pourquoi, t'as qu'à écrire parce que », et puis ça s'arrête là et tout, mais c'est vrai que bon, c'est cool, quoi. Et en fait, c'est un livre où moi je suis philosophe des sciences, donc je suis très exactement, je travaille sur la philosophie, la biologie évolutive, l'écologie, après des questions assez spécifiques sur les modalités d'explication scientifique et des choses qui ont à voir avec mettons les usages de la science, la justification, la preuve, l'usage de la science dans le discours public. Et puis, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les rapports entre l'histoire et la biologie, Emmanuel Kant, philosophie de la nature allemande. Voilà, mais ça, c'était avant. Et donc, je fais de la philosophie quand même assez académique. Essentiellement, je discute, comme beaucoup de mes collègues, des choses du genre est-ce qu'il ne faut pas réintroduire une dose de réalisme faible dans la théorie étiologique de la fonction biologique ou voilà. Ce qui évidemment n'intéresse pas grand monde à part des gens qui à 82% sont mes amis d'ailleurs. Et donc là l'idée c'était un peu de parler à des gens qui sont pas, c'est l'idée de la collection, donc c'est pas un livre académique. Néanmoins derrière il y a pas mal de questions qui sont des questions académiques et j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, bon, je réussis jamais complètement, à articuler un discours où je présente des choses qui sont, vous connaissez ça par cœur, le principe de raison, les 4 causes selon Aristote, etc. Donc il y a un aspect, faire le tour de la question pourquoi du point de vue de la grande tradition philosophique. Et puis des choses qui me sont un peu plus personnelles en fait sur un certain nombre de thèses, on va dire, que j'ai sur un certain nombre de points. Alors il se trouve d'ailleurs qu'il y aura une autre version, donc j'ai fait une autre en anglais, donc c'est un éditeur lui académique, et donc c'est beaucoup plus long. Il y a beaucoup plus de notes en bas de page. Là, Flammarion, la version initiale, j'avais des notes en bas de page où je citais des gens, je sais pas, Ruth Millikan, qui est une philosophe de l'esprit et de la biologie qui a beaucoup contribué à ce qu'on appelle la téléosémantique. Mais ils m'ont dit non, parce que évidemment, je ne reconnaisse pas. Donc, effectivement, vous vous retrouvez avec des philosophes, à citer des philosophes qui sont des grands philosophes morts, occasionnellement mâles et blancs d'ailleurs. Parce qu'évidemment, si vous restreignez aux gens qui sont morts avant 1950, ça limite.
Et donc dans une version plus académique, oui, je cite un peu, je discute des gens qui sont encore vivants et un peu plus divers. Donc c'est un livre en fait qui fait quelque chose à laquelle je n'étais plus du tout habitué à me consacrer, qui est ce que les Anglais appellent la big picture, hein, le tableau général de la chose. Et c'est vrai que le mouvement de la philosophie maintenant, pour tout un tas de raisons, et je ne discute pas, enfin on peut évaluer de plusieurs manières, mais le mouvement de la philosophie, il n'y a plus de philosophe de la causalité par exemple, c'est beaucoup trop général. Vous avez des philosophes de la conception manipulationniste de la causalité, et voilà, si je prends mon domaine, la philo des sciences, en éthique, vous avez des gens qui vont passer toute leur vie sur moral luck, et c'est vrai que ça permet sans doute un certain nombre de contributions, hein, c'est toujours pareil, trade-off, hein, une balance plutôt, plein de contributions extraordinaires grâce à cette spécialisation, et puis on peut aussi louper des choses. Et c'est un livre qui est consacré à quelque chose comme le tableau général qui reliera les points entre des choses qui m'ont intéressé et sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, à savoir des choses comme l'idée qu'il existe des explications scientifiques qui ne sont pas causales, qui sont plutôt structurelles ou mathématiques, l'idée que on peut jusqu'à un certain point comprendre la notion de fonction biologique à partir de la sélection naturelle, mais uniquement jusqu'à un certain point. La spécificité de la justification au contexte scientifique par rapport à la justification au contexte ordinaire ou juridique. Théorie du complot aussi. La théorie du complot, c'est... j'ai un peu écrit là-dessus, et puis un peu écrit dans un contexte plus public. À l'époque, c'était pas à la mode, en fait. À l'époque, où c'était pas un outil pour museler l'adversaire politique. Et effectivement, le cœur de des points qui est tout le temps soulevé dans l'épistémologie des théories du complot, c'est des gens qui se demandent pourquoi, ah bah tiens, pourquoi, comme par hasard, pourquoi le terroriste a oublié sa carte d'identité dans la voiture. Dans la logique des théories du complot, c'est un usage des questions pourquoi qui est assez intuitivement déconnant, mais la question c'est pourquoi on le trouve injustifié. Voilà. Alors, donc c'est un livre qui est consacré à la question pourquoi et à ce qu'on peut en dire de très général, et effectivement ça parcourt plusieurs domaines. L'idée de départ, hein, c'était de mettre des choses que j'ai essayé de défendre depuis pas mal d'années en perspective avec des débats beaucoup plus généraux, d'où l'aspect un peu didactique, hein, qui est, oui, alors qu'est-ce que c'était que la théorie des quatre causes d'Aristote, le mécanisme de Descartes, et mettre ensuite ces choses, ces points, ces domaines en relation les uns avec les autres. Par exemple, mettre en relation des questions de théorie de l'action sur l'intention, le but, et la manière dont on doit concevoir le pourquoi des actions en termes de croyances et désirs, avec des questions, par exemple, sur la raison des phénomènes biologiques. Alors, je ne sais pas si ça marche, c'est-à-dire que je ne sais pas si ce qui se faisait encore dans les 60-70, hein, des gens qui, par exemple, faisaient comme Quine, hein, dont le travail sur l'épistémologie naturalisée, les genres naturels, l'ontologie, la théorie de la référence, etc., connecte très bien et très facilement avec des débats en théorie de la justice. Je ne sais pas si c'est encore possible. Bon, en tout cas, l'autre aspect, c'est que c'est de partir de questions concrètes. C'est pour ça que le livre est structuré, ça m'a un peu amusé aussi. Donc il y a des questions du genre pourquoi... des questions comme pourquoi les corps tombent-ils, pourquoi Oscar Pistorius a été jugé coupable, pourquoi suis-je moi-même, qui sont des questions évidemment intentionnellement plus ou moins abstraites, et on va plutôt du plus concret au plus abstrait. Et il y a deux choses qui m'ont intéressé très généralement là-dedans. La première, c'est que la question pourquoi, et évidemment c'est pas de moi, des philosophes ont longuement discuté déjà à compter d'Aristote, la question pourquoi a plusieurs types de réponses, et certains vont être légitimes dans certains contextes uniquement, et donc effectivement je distingue, conformément à la tradition, pourquoi c'est demander une raison, et je distingue la raison des phénomènes, qui est assez souvent, mais pas toujours la cause,
qui est en tout cas la raison des phénomènes, c'est l'explication des phénomènes. L'explication cherche la raison des phénomènes, la raison d'une action, donc l'intention, le but, il y a tous les types de langage qui sont articulés à ça. Il y a un langage qu'on appelle parfois folk psychology, donc Bernard Arnault a pris l'avion parce que Bernard Arnault avait envie d'aller voir le soleil dans les Maldives, comme s'il n'y en avait pas ici, et Bernard Arnault sait que pour aller aux Maldives, il faut prendre l'avion, donc croyance, désir, et ça explique l'action de Bernard Arnault. Et puis il y a un registre d'explication beaucoup plus technique, qui est celui par exemple des économistes en termes des microéconomistes, en termes d'utilité et de préférence, donc j'essaye un peu de voir comment les deux passent l'un dans l'autre. Et le troisième registre, donc c'est explication ou cause des phénomènes, raison des actions, et puis raison d'agir, comme on dit parfois, et puis justification des croyances. Avec ce point que, et c'est une chose qui m'a intéressé, assez souvent la justification des croyances et la cause des phénomènes, on confond un peu. C'est-à-dire que très souvent, si vous dites demain il pleut, et quelqu'un vous dit pourquoi, c'est pas du tout un pourquoi où on vous demande par exemple une photo satellite de l'Europe avec l'identification des anticyclones. C'est la réponse attendue, c'est quelque chose du genre je l'ai vu à la télé, je l'ai lu dans le journal, je viens de regarder les météos sur mon iPhone, etc. Donc c'est un pourquoi sur la justification de ma croyance. Et donc, alors jusque-là ça irait pas très loin, mais il y a deux constats qui sont intéressants pour moi. Le premier, c'est que les réponses ne sont jamais univoques, et si on prend une question très simple, donc une question qui concerne les phénomènes, du genre pourquoi le Titanic a coulé. Donc je pense que vous connaissez tout le monde dans l'histoire, bon il a heurté l'iceberg, ok d'accord, mais en fait il n'était pas exactement où il devait être. Pourquoi il devait être là? Parce qu'en fait il a un peu dévié, il voulait aller plus vite. Mais quand même, il n'y a pas que ça, parce qu'aussi il manquait de maintenance, et il aurait eu la maintenance, il n'aurait pas coulé, mais bon, il manquait de maintenance, donc. Et puis alors, il y a dans l'histoire, vous savez, il y a des petits détails, du genre, en fait, il a fait halte je sais pas où, et ils ont changé de capitaine, et le gars est parti avec la clé dans la poche du placard dans lequel il y avait les bonnes jumelles, et donc ils n'avaient pas les bonnes jumelles qui auraient permis de voir l'iceberg. Donc il y a une accumulation de choses qui sont des facteurs causaux, et la question, qui est une question familière aux philosophes des sciences, c'est c'est quoi la cause, ou c'est quoi les causes principales? Et la méta-question, si vous voulez, c'est est-ce qu'il existe une seule manière de trouver les causes principales? Et là vous avez plusieurs options, soit vous pensez qu'il existe plusieurs manières de dire les causes principales, mais bon, il y en a quand même qui sont pas bonnes et il y en a qui sont bonnes, soit vous pensez qu'on ne peut pas résoudre la question, et que tout dépend en gros de votre but, éventuellement de votre but épistémique, donc qu'est-ce que vous voulez savoir, ou de votre but pratique ou politique. Typiquement, vous aurez une manière d'identifier une cause principale si vous êtes l'assureur du Titanic, qui ne sera pas la même que si vous êtes un journaliste ou si vous êtes un climatologue, ou voilà. Donc c'est la question qui m'intéressait, c'est la question sur la pluralité des réponses à la question pourquoi, éventuellement dans le cas des causes. Et puis ensuite, l'autre point, les deux autres points, c'était la confusion des registres de pourquoi, d'une part, et puis les limites des questions pourquoi. Et le livre est structuré comme ça, c'est-à-dire il y a une enquête sur les différents types de pourquoi, une enquête sur les confusions possibles, et une enquête sur les limites. Et évidemment, moi j'ai beaucoup travaillé sur Kant, et ça se transparaît ici, puisque la question des limites est une question kantienne, la question des limites entre genres des discours. La question de très exactement des limites au sens de délimiter. Donc d'un côté, pour Kant, il y a le discours théorique, et de l'autre côté, il y a les idées régulatrices. Bon, je ne vous fais pas le dessin. Et puis, l'autre question kantienne, c'est qu'est-ce qui se passe quand on confond. Donc, alors, évidemment, je ne fais pas du Kant dans ce livre, mais ma question, c'est qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, on confond la justification une question sur la justification et une question sur la cause. Ou, évidemment, quand on confond une question sur la cause d'une action et une question sur le but, et il y a une grande quantité
concepts, de notions qui, dans l'histoire de la philosophie et pas seulement, ou de la mythologie, de la religion, et ça évidemment c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Spinoza, c'est Nietzsche, il y a un certain nombre de concepts qui sont construits à partir de la confusion entre la cause d'une action, entre la cause de quelque chose et puis le but. C'est-à-dire qu'au lieu, typiquement, au lieu de penser que, c'est ce que dit Spinoza, hein, au lieu de penser que la pierre a tel mouvement parce que il y a la gravité, il y a un certain nombre de phénomènes antécédents, on pense que la pierre est destinée à tomber sur la tête du passant qui va la recevoir dans la rue. Hein, vous connaissez tous cet appendice au livre 2 de l'éthique. Mais donc moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que c'est que la confusion de registres de raison, hein, et dans quel cas elle peut être légitime et dans quel cas elle n'est pas légitime. Alors dans quel cas elle peut être légitime, c'est ce qui se passe dans les sciences biologiques, hein, où, alors c'est la seule chose que connaissent bien tous les philosophes de la biologie, il se trouve que d'un côté vous avez, depuis Galilée et Descartes, hein, cette idée qu'on explique exclusivement avec des causes antécédentes en science, hein, et on ne peut pas dire que la pierre tombe parce qu'elle veut aller vers le bas. Et d'un autre côté, on a du mal à expliquer comme ça les phénomènes vivants, on a du mal à ne pas dire que le chien va au bol parce qu'il a soif et qu'il veut boire, on a du mal à ne pas dire que la cellule à peine fécondée a pour but de se développer dans un adulte, on a du mal dans une forme adulte, on a du mal à faire l'économie, hein, de jugement finaliste, et la question qui s'est posée à beaucoup de philosophes de la biologie, c'est est-ce qu'il faut complètement éliminer la finalité en disant, c'est juste une manière pratique de dire, mais il n'y a que des causes et des effets, c'est ce que disait Descartes, hein, vous pensez qu'il y a un feu spécial qui brûle dans les vivants, etc., mais en fait c'est juste le même feu que celui dans ma cheminée, c'est juste que c'est un peu plus compliqué, ou bien effectivement il existe quelque chose dans la nature qu'on appelle des buts, des fonctions qui sont instanciées par les êtres vivants, qui ne sont pas surnaturelles, et ça, en philosophie de la biologie, ça a été beaucoup discuté parce qu'il y a une conception, que je rappelle, donc, qui dit que en vrai, les énoncés fonctionnels réfèrent à des événements de sélection naturelle, donc des événements complètement naturels, des événements causaux, des séquences causales antécédentes à l'échelle des populations. Et voilà. Et donc c'est un exemple, en fait, je ne détaille pas dans le livre parce que je l'ai beaucoup fait ailleurs et que ce n'est pas le propos, mais c'est un exemple de confusion, de juxtaposition légitime entre deux ordres de questions pourquoi, l'une sur la cause et puis l'autre sur le but. Parce que sinon, effectivement, il n'y a que pour les êtres humains qu'on peut très légitimement parler en termes de but, parce qu'on sait qu'ils ont des buts, parce qu'on sait qu'ils se représentent des buts. Alors, la seconde affaire qui m'occupe aussi, c'est une affaire de limite, en fait. De limite, non pas au sens délimitation entre deux domaines, mais limite au sens, il y a quelque chose, puis de l'autre côté, il n'y a plus rien. Hein, et c'est-à-dire, dans quel cas et pourquoi, quand on emploie la question pourquoi, ça n'a absolument aucun sens. Et en fait, une chose qui me frappait, c'était que il est très connu que les enfants, à partir de 3-4 ans, passent le temps à vous demander pourquoi. Hein, mais j'ai du mal à m'empêcher de penser que s'ils font ça, ils ne connaissent pas très bien le mode d'emploi de la question pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a des questions pourquoi qui n'ont en fait aucun sens. La question pourquoi l'eau est-elle humide, parce que c'est de l'eau, enfin, on ne voit pas trop comment on peut. Donc c'est cette idée que la tautologie est une limite à la question pourquoi. Hein, enfin, à un moment, je donne l'exemple, alors après on peut en discuter justement, mais pourquoi on est dimanche? On est dimanche parce qu'on est dimanche, à la limite on va dire oui, hier on était samedi, mais c'est juste la définition du mot dimanche, hein. Ça suit le samedi. Donc l'idée c'est que les enfants apprennent à poser la question pourquoi et apprennent le domaine où la question est légitime en posant trop. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est les limites de la question pourquoi. Il y en a pour moi deux, et pour moi pas mal de gens. Le pourquoi de l'ordre encore une fois, de la tautologie ou de l'évidence, et le pourquoi de l'ordre du purement contingent. Hein. Alors là, c'est plus compliqué, parce que oui, il y a par exemple, si vous prenez le point de vue des sciences de la nature, il y a des raisons, il y a toujours des raisons, il y a toujours des causes, ok. Mais c'est la vieille théorie de Cournot, hein. Des fois
fois, il y a des séries causales relativement indépendantes, et puis, quand il y a des séries causales relativement indépendantes, on a des événements qui vont nous apparaître contingents, non pas qu'ils n'ont pas de cause, mais simplement que les causes de l'événement sont complètement orthogonales, ce qui, pour nous, rend l'événement intéressant. Et donc, ça, pour moi, c'est aussi l'autre limite de la question pourquoi, c'est le contingent, le hasard. Et en fait, j'essaye d'introduire une réflexion sur les relations entre le nécessaire et le contingent. Et pour ce faire, je fais, après pas mal d'autres philosophes, pour ce faire, je mobilise la sémantique des mondes possibles de Kripke et David Lewis. Et même, c'est pas du tout technique, donc c'est vraiment les mondes possibles quasiment à la limite. Et en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a, si vous voulez, quand on dit que quelque chose est nécessaire, on fait référence à une structure des mondes possibles, ou dans la plupart des mondes possibles qui ressemblent au nôtre, la chose en question, ou une chose proche devait arriver. Et quand on dit que quelque chose est contingent, on fait référence à une structure des mondes possibles dans laquelle, en gros, quel que soit le monde possible proche d'une autre, il est possible, la redondance fait partie du truc, quel que soit le monde possible proche d'une autre, il est possible que l'événement focal, celui auquel on s'intéresse, n'arrive pas. Donc si vous voulez, c'est l'idée que les notions intuitives de contingence et de nécessité se traduisent en différence dans des structures de monde possible. Et donc, effectivement, là, je distingue les situations. Alors, donc, j'essaye de prendre toujours des questions concrètes. Je parle de la guerre de 14. Et en général, c'est ce qu'on m'a toujours appris. On dit que la guerre de 14, à la fois, sa cause, c'est l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo, en juin 14. Mais que bon, c'était tellement tendu que n'importe quoi pouvait faire péter l'Europe, en fait. Et donc, vous avez cette dualité entre, à la fois, c'est très contingent, parce que vous imaginez que le gars qui a tiré sur l'archiduc, s'il l'avait raté à 10 cm, il n'y aurait pas eu la guerre de 14, et très nécessaire, parce que tout ce qu'on sait de la configuration nous laisse penser que quelque chose d'autre aurait entraîné quelque chose comme une guerre. Et donc, donc ça, c'est en gros une configuration. Alors nécessaire, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a plein de mondes possibles, où déjà il suffit qu'il n'y ait pas d'Europe, il n'y a pas de guerre mondiale, mais dans la plupart des mondes possibles proches d'une autre, l'événement advient. Donc ça, c'est ce que j'appelle, ce que j'essaye de faire des petits néologismes, c'est le côté amusant de métier de philosophe, c'est ce que j'appelle, enfin des néologismes, des termes techniques, quoi. C'est ce que j'appelle plutôt inexorable, et puis je l'oppose à contingent, qui est... Alors l'exemple, c'est que j'ai, et que j'aime bien, c'est la défaite de Waterloo. Et alors, bon, je ne suis pas vraiment historien, je ne suis pas beaucoup documenté, mais apparemment, quand vous regardez un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé à Waterloo? Il y a plein de choses qui sont effectivement des facteurs causaux qui expliquent la défaite de Napoléon. Mais alors, celle qui m'a bien retenue, c'est en fait Napoléon. Alors, vous savez tous, il y avait une histoire c'est une stratégie militaire assez compliquée. Il devait prendre en tenaille les ennemis, et puis son maréchal Grouchy qui devait arriver, il a été retenu, il n'est pas arrivé à l'heure, et il pensait que c'était Grouchy alors que c'était celui d'en face. Bon. Mais il y a un point qui était intéressant, c'est que Napoléon avait une mauvaise carte. En fait, il y avait une carte qui vous donnait l'endroit, la ferme où était l'armée anglaise, qui la donnait à 10 km de son endroit réel. Et donc, ils ont tiré sur un mauvais endroit. Et donc, là, vous pouvez faire le demande, oui, mais si vous changez ce détail, s'il avait eu la bonne carte, alors peut-être qu'il aurait gagné, etc. Et donc, vous avez typiquement un cas où, en fait, quand vous changez un tout petit peu un détail, donc quand vous prenez un monde possible assez proche d'une autre, l'événement en question, la défaite de Waterloo, n'existe plus. Et donc, c'est ce qui me... c'est donc ce qui n'est pas extrêmement original, mais qu'on peut
en termes de topologie de l'ensemble des mondes possibles, reformuler les notions d'inexorabilité, de contingence, ce qui permet aussi de les brancher sur des choses que les philosophes des sciences aiment bien, c'est-à-dire ce qui s'appelle tout ce qui est dynamique non linéaire, etc., mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Sensibilité extrême, conditions initiales, etc. Et ce qui permet enfin, et c'était l'autre chose qui me retenait, de connecter ça avec... en fait, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de trouver une cause de type intentionnel à des événements contingents? C'est comme si on redessinait l'ensemble des mondes possibles et on rajoute un truc. Par exemple, typiquement, le destin de Napoléon. Si vous croyez à l'idée que Napoléon avait pour destin de perdre à Waterloo, il est clair que tous les mondes possibles qui sont autour du monde réel, Napoléon perd. Donc en fait, c'est l'idée. Alors, l'idée de destin m'intéresse bien, parce que l'idée de destin, c'est un opérateur pour transformer le contingent en nécessaire. Et donc c'est un opérateur pour redessiner l'espace des mondes possibles, en faisant en sorte que l'ensemble des mondes possibles autour du nôtre se met à ressembler au nôtre pour l'événement en question, donc ici la défaite de Waterloo. Et donc, j'essaye d'appréhender ce que j'appelle dans le truc les idoles métaphysiques, c'est-à-dire les notions qui en fait confondent deux sens de ce que c'est que la raison, qui en particulier qui fondent la cause d'événements et puis le but d'action. J'identifie ces notions, donc ces idoles métaphysiques, à des opérations sur l'espace des mondes possibles. Bon, ça c'est une chose. Alors, si je généralise un petit peu, en fait, parce que je vais vous donner une petite idée du livre, donc c'est un livre qui suit cette question de ce que j'appelle la grammaire de la question pourquoi. Donc les domaines où là quand on demande pourquoi, on demande une cause, là quand on demande pourquoi, on demande une justification, etc. Donc, donc en prenant cette grammaire de la question pourquoi, l'idée c'est que je traverse des choses, alors soit des choses qui me sont plus familières, comme la philosophie des sciences, la philosophie du langage, évidemment, puisque c'est le sens de la question pourquoi qui est en jeu, la philosophie de l'histoire, je vous en ai donné un exemple, la philosophie de l'action, et donc je termine par des questions, c'est la philo, donc je termine par de la métaphysique, je vous en dirai deux mots. Mais, alors, il est clair que c'est un livre donc, qui est assez classique, même si il y a des réponses que je propose qui sont plus issues de ce que je fais moi et avec mes collègues, et donc qui sont un peu moins classiques. Mais c'est un livre classique qui repose ces deux questions, qui examine deux questions qui sont autour de la question pourquoi. La première, c'est comment pouvons-nous nous demander pourquoi? Et dans l'histoire de la philosophie, la question de comment ou pourquoi pouvons-nous présupposer qu'il existe une réponse à la question pourquoi, c'est quelque chose qui, sous divers modes, est quand même une interrogation majeure. C'est ce que la réponse de Leibniz, c'est le principe de raison. Vu que toute chose a une raison suffisante, pourquoi elle existe plutôt qu'elle n'existe pas. Donc, oui, on peut demander pourquoi. Sauf que pour d'autres auteurs, pour Hume, la causalité n'étant pas quelque chose d'a priori et de nécessaire, c'est plus compliqué. Et donc, Hume va avoir une réponse plutôt en termes pragmatistes, j'y viens dans 2 minutes. Pour Kant, bien évidemment, la réponse à cette question-là, pourquoi pouvons-nous présupposer que la question pourquoi a une réponse, c'est l'ensemble des analogies d'expérience, en particulier la seconde analogie d'expérience, celle qui vous dit que tout événement en suppose un autre auquel il succède d'après une règle. Et donc effectivement, c'est cette question de qu'est-ce qui fait que je peux supposer qu'il existe une réponse à mes questions pourquoi. C'est une sorte de fil directeur dans l'histoire de la philo classique. Et alors Kant lui superpose une seconde question qui est, au fait, mais pourquoi on veut se demander pourquoi? Pourquoi même quand c'est impossible, c'est ce qu'il appelle le besoin de métaphysique, par exemple, pourquoi le monde existe, typiquement pour Kant c'est une question qui n'a aucun sens, mais on ne peut pas ne pas se la poser. Et alors je touche à donc je touche à la première question et à la seconde, je touche à cette seconde question sur, en gros, ce que Kant appelait le besoin de métaphysique. Donc pourquoi on veut se demander pourquoi même quand ça n'a aucun sens?
via en fait une chose dont je n'ai pas du tout parlé jusqu'à maintenant, qui est la question de la narrativité. Hein. Il est clair qu'on demande pourquoi, et souvent demander pourquoi, c'est demander des explications. Hein. Il y a un bouquin qui s'appelle, je crois que c'est Reason Why, pardon, de Brad Scow, qui est sorti il y a 3-4 ans, où effectivement il développe cette thèse que expliquer, c'est demander pourquoi, etc. Bon. Mais je pense que le champ de la narration, vous ne pouvez pas comprendre une narration si on ne vous donne pas à chaque moment le pourquoi, un morceau du pourquoi de ce que vous êtes en train de dire. Si vous avez une narration où vous avez des gens qui font des choses et vous ne savez pas du tout pourquoi ils les font, il arrive des trucs mais vous ne savez pas du tout pourquoi ça arrive, c'est vraiment incompréhensible. Et donc je pense qu'à côté de l'explication, de la justification, qu'il s'agit de la justification de ce qu'on croit ou de ce qu'on fait, il y a tout un domaine qui est le domaine de la narration où la problématique du pourquoi est absolument prégnante. Et dans ce domaine, il m'a semblé que, si vous voulez, la structure, en gros, pour le dire très vite, la structure de la narration induit des effets de destin. Hein. C'est-à-dire que, en fait, je développe beaucoup ce qui est juste un aphorisme de Tchekhov, hein, qui est que, vous connaissez tous le fusil de Tchekhov ou pas? Non. Donc Tchekhov, hein, quand il réfléchit sur son œuvre, hein, sur son travail, sur cette pièce de théâtre, à un moment, il y a cette chose qui m'a toujours semblé extrêmement perspicace. Si tu as un fusil accroché au mur à l'acte 1, il faut qu'il tire à l'acte 5. Et je pense que pour moi, la narration, c'est ça. C'est l'idée que vous n'avez pas de choses qui sont là par hasard. Alors, si quelques-unes, c'est-à-dire bien sûr, évidemment, enfin bon, mais dans l'ensemble, le degré de ce que j'appelle saturation causale, c'est-à-dire vous avez quelque chose et puis en fait sa cause ou son effet, ou les deux seront dans la narration, le degré est très élevé dans la narration, plus que dans la réalité. Et en particulier, ça induit, j'essaie de montrer que ça induit une sorte d'effet de destin, hein, alors qui fait à la fois que la narration nous permet de voir ce qu'on vit comme autre chose qu'une sorte de mosaïque de choses qui complètement déconnecté, et en même temps la narration soutient ce que j'appelle ces idoles métaphysiques par lesquelles on a tendance à confondre la cause des événements et puis le but, l'intention et ce genre de choses. Alors ça c'est un des aspects que j'essaye de développer dans le livre, encore plus dans la version anglaise qui est quand même beaucoup plus riche, parce que je sais pas, il y a une grosse réflexion en ce moment sur la narrativité qui était chez les gens qui faisaient de la théorie littéraire pendant longtemps, qui s'est beaucoup déplacé vers l'histoire, avec la thèse de gens comme Ricoeur, mais c'est pas du tout le seul, qui dit que faire de l'histoire, c'est toujours faire un récit, et qu'il y a une espèce de grande dynamique ou structure du récit qui sont les mêmes pour l'histoire ou pour la fiction. Et puis maintenant, en contexte plus analytique, vous avez pas mal de gens qui se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que la narration, le rapport entre l'historicité et la narration, est-ce qu'il est possible par exemple de faire de la science sans historicité, et si c'est pas le cas, est-ce qu'il n'y a pas toujours de la narration, etc. Bon. Donc je m'inscris un peu là-dedans et j'essaye de dire 2-3 choses à partir donc, de ce fusil de Tchekhov sur la structure causale de la narration. Alors, je vous ai dit que il y avait à la fin des considérations métaphysiques, et en fait, ces considérations métaphysiques, en fait, elles sont tout le temps là. Hein. Elles ont à voir avec deux choses. La première, en gros, et si je devais faire vous savez ce que les Américains appellent l'elevator pitch, c'est-à-dire tu as travaillé 1 an, 2 ans, 10 ans, une thèse par exemple, et tu as 3 minutes pour la résumer à un millionnaire dans un ascenseur pour qu'à la fin il te donne $2 millions. Et on apprend ça maintenant dans les écoles et tout. Donc si je devais faire ça, je dirais que oui, c'est un livre sur, en gros, la grammaire du pourquoi, c'est-à-dire les grands sens de ce que c'est qu'une raison, qui défend la thèse que... Alors c'est toujours, vous savez, Dieu vaut mille et tiède, donc c'est une thèse pas triviale, mais enfin pas très radicale, qui est comme Kant. Kant était quelqu'un d'assez tiède. Donc entre deux thèses radicales, la première qui est la thèse réaliste, qui dit que c'est Leibniz par exemple, hein, la raison c'est une et une seule chose. Hein, cause, raison des justifications, intention c'est toujours la même, parce que de toute façon,
Par exemple, toutes nos relations causales sont fondées sur les lois qui elles-mêmes sont fondées sur la décision de Dieu, qui est complètement intentionnelle. Donc, voilà. Donc, vous avez une sorte d'unité profonde de la raison. Et puis de l'autre côté, vous avez des sceptiques. Je reprends évidemment un dessin, la bipartition de Kant, hein, entre sceptique et dogmatique, entre l'amiltien et l'humien. Vous avez des sceptiques qui disent non, en fait, on appelle raison la justification d'une croyance, on appelle raison la cause d'un événement, mais bon, c'est une sorte d'artefact linguistique, il n'y a rien de spécial là. Bon, et alors évidemment, le langage étant fait comme il est, comme on sait depuis Nietzsche ou Wittgenstein, nous induit à penser des trucs et à penser des unités ou des parentés là où en fait il n'y a rien. Donc ça, c'est la thèse sceptique à laquelle je ne souscris pas, parce que je pense que autant les significations causalité, raison, but sont différentes, autant je pense que dans tous les cas, il est question de ce qui fait que quelque chose, soit dans l'ordre de l'action, soit dans l'ordre de la croyance, soit dans l'ordre de l'existence, est fondé. C'est ça qu'on entend par raison, c'est ça qu'on demande quand on demande pourquoi. Et donc je pense qu'il y a quand même une certaine unité, et c'est cette unité entre les trois sens de la raison pourquoi qui fait que de temps en temps, il est complètement légitime de confondre l'un et l'autre, par exemple, confondre le langage intentionnel et le langage causal dans le cas de la biologie, et je fais référence à des travaux de pas mal de gens en ce moment sur réintroduire la notion d'agentivité en biologie. Et si vous réintroduisez la notion, si vous pensez par exemple l'huître est un agent, si l'huître est un agent, vous confondez, quand vous expliquez je sais pas, la naissance d'une huître, vous confondez le registre causal et le registre intentionnel, et vous avez le droit de le faire. Voilà. Et si vous avez le droit de le faire, c'est que causalité, intention et justification pour d'autres raisons sont quand même des concepts qui ne sont pas homonymes au sens d'Aristote, hein, qui sont liés. Alors, ça c'est l'aspect métaphysique, et pour un peu terminer, je ne vais pas te raconter tout ce qu'il y a dans le livre, mais je vais quand même terminer avec ça. Je pense que quand je racontais ça à d'autres gens et tout, je disais oui, alors en fait la question pourquoi on est dimanche n'a pas de sens. Puis il y a des gens qui disent mais si, ça a un sens en fait. Au fond il faut prendre l'histoire de la Terre et coupler ça avec les décisions qui ont amené à avoir le vocabulaire qu'on a concernant les jours de la semaine, et on explique pourquoi on est dimanche. Et en fait, pour la faire court, je ne pense pas que ces gens-là ont tort, mais je pense qu'au final, décréter que la question pourquoi quelque chose, par exemple, pourquoi je suis moi, c'est mon exemple, a un sens ou pas, n'est pas absolu. Ça va dépendre d'un certain nombre de décisions métaphysiques que vous prenez. Et je pense que les décisions sur pas mal de choses, hein, alors en l'occurrence, pourquoi suis-je moi, ça a à voir avec, en gros, la métaphysique de l'identité personnelle. Et par exemple, savoir si vous souscrivez à cette thèse que mon identité, elle est définie par l'identité de mes géniteurs plus le moment de ma conception, ou si vous, ça s'appelle l'origin essentialism, c'est une thèse de Kripke, ou si vous n'y souscrivez pas. Et donc, de manière très générale, je défends l'idée que les limites de la question pourquoi, donc les limites de ce qui a une raison ou de ce qui n'a pas de raison, sont pas absolues, mais dépendent de cadres métaphysiques qui eux-mêmes ne sont quand même pas arbitraires. Et je prends l'exemple de la théorie la théorie des ensembles, de manière générale de la métamathématique, où vous savez sans doute que il y a plusieurs axiomatiques possibles, et selon vos axiomatiques, vous allez avoir des maths différentes. Si vous acceptez ou si vous n'acceptez pas l'axiome du choix, vous allez avoir des maths différentes. Alors, toutes les axiomatiques ne sont pas possibles, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, évidemment, c'est un peu contraint. Tous les cadres métaphysiques ne sont pas possibles, c'est un peu contraint aussi. Mais, et après, la question, c'est lesquels sont meilleurs que d'autres. Et donc, la question métaphysique consiste à évaluer, en gros, de même que vous évaluez des axiomatiques, hein, en mathématiques, en gros, si vous acceptez l'axiome du choix, donc quelle que soit la classe d'ensemble que vous avez, vous pouvez prendre un élément dans chaque ensemble et faire un nouvel ensemble. Si vous acceptez ça, vous avez des mathématiques riches, peut-être moins transparentes. Si vous ne l'acceptez pas, vous avez des mathématiques plus pauvres. Bon. Mais au moins, à chaque moment, vous savez tout ce que vous faites, etc. Et donc, je pense qu'en métaphysique, il y a quelque chose comme ça aussi. Vous avez des cadres métaphysiques, et il y en a beaucoup, quelques-uns qui sont discutés par les métaphysiciens, et qui définissent par exemple des limites différentes à
ce qui a une raison, ce qui n'en a pas. Et évaluer ces cadres métaphysiques, c'est une discussion tout à fait rationnelle sur ce que vous attendez, de même qu'en maths, hein, sur ce que vous pouvez attendre ou pas d'une métaphysique. Voilà, donc on m'avait donné à peu près 40 minutes, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Alors quand je vous disais, en fait, juste ce truc, c'est peut-être un peu abstrait, mais ce qui m'intéresse dans la question des limites, de la question pourquoi, ça vient de l'histoire des sciences, en fait. C'est-à-dire que si vous connaissez un peu l'histoire de la physique, hein, la chose qu'on cite, les corps tombent parce qu'ils ont tendance à tomber, jusqu'à Galilée et Newton. Et puis Newton, c'est celui qui dit la gravitation, c'est ce qui explique la chute des corps, mais, c'est ce qu'on cite tout le temps, hein, je ne forge pas d'hypothèse, hein, hypothèse non fingo, la gravitation est une propriété intrinsèque de la matière et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas demander pourquoi. Il n'y a pas de raison ultime à ça. Et en fait, bon, j'y connais rien, mais ce que je sais de la relativité générale, la théorie de la relativité générale, me fait penser que, enfin, j'ai appris que Einstein a expliqué la gravitation. C'est une courbure de l'espace-temps, ça a à voir avec, c'est induite par les masses, ça a donc à voir avec la structure de l'espace. Mais ce qui m'intéresse, c'est le basculement entre la science ne peut pas expliquer la gravitation, ne peut pas demander pourquoi la gravitation, et puis quand vous changez de cadre théorique, ah bah si, vous expliquez pourquoi la gravitation. Alors je suis assez sensible à ça parce qu'il se trouve que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé dans le genre métaphysique, c'est pas mal d'ailleurs, sur un livre sur la mort, et en fait vous avez beaucoup d'auteurs, hein, biologistes, philosophes, jusqu'à qui disent les vivants meurent parce qu'ils vivent. Donc en fait on n'explique pas la mort, hein, c'est juste un fait irréductible qui va avec la vie, de même que pour Newton, la gravitation était un fait irréductible qui va avec la matière. Et il se trouve que donc, dans la biologie évolutive, vous avez des centaines d'explications de la mort. Pourquoi les animaux meurent, pourquoi ils meurent, pourquoi ils ont telle espérance de vie ou pas, pourquoi les gens meurent, pourquoi tels animaux meurent pas. Et ça repose sur deux théories assez simples qui elles-mêmes sont des théories évolutives darwiniennes énoncées dans les années 50. Et bon, ça m'a beaucoup occupé, mais c'est un exemple type de... on pensait qu'on ne pouvait pas demander pourquoi la mort. Et d'ailleurs, ce qui répondait pendant très longtemps à la question pourquoi la mort, c'est les mythes, hein, dans toutes les civilisations. Enfin, toutes, j'en sais rien, mais dans beaucoup de civilisations, vous avez des mythes qui sont là pour expliquer pourquoi les animaux meurent, et d'autres d'ailleurs qui sont là pour expliquer pourquoi il y a des hommes et des femmes. Il se trouve que dans la science darwinienne contemporaine, vous expliquez pourquoi les animaux meurent. Et donc c'est cette idée de... si vous voulez, cette double idée qui m'a guidé, d'une part, il y a des questions pourquoi qui me semblent n'avoir, et pas qu'à moi, aucun sens. Et d'autre part, en même temps, ces limites de la question pourquoi, en science, elles sont visiblement historiquement variables, et je pense qu'effectivement, quand on creuse, en philosophie, elles sont variables. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup parlé, mais c'est un peu ce qu'il y a dans ce livre, et le fait est que, après, je propose des choses qui, à la fois, c'est l'histoire, il y a beaucoup de choses. Je ne dis pas que quand on ne connaît pas du tout la philo, on peut le lire, mais bon, on n'a pas besoin d'être en philo pour le lire, normalement. Et en même temps, j'essaye de proposer des choses qui peuvent, et que j'essaye d'ailleurs ailleurs de développer, comme des réponses presque formelles, en fait, à certaines questions, typiquement la chose dont je vous parlais sur la conception de la contingence en termes de structure de l'espace des mondes possibles, voilà, et qui mis ensemble peut connecter, et je termine avec ça, peut introduire une sorte de théorie générale de la rationalité comme faculté ou pouvoir de donner des raisons. Voilà. Merci. Merci. Donc on a un petit peu de temps pour les questions, si vous en avez. Ouais, je vous en prie. C'est le but. Ne soyez pas timide. Vous pouvez même ne pas être d'accord du tout. Non, c'est pour revenir sur votre deuxième mythe au pourquoi, donc la contingence. En fait, votre idée, c'est que on pourrait isoler dans l'ensemble des mondes possibles un facteur déterminant qui serait, ce serait de réduire l'effet à un seul élément, et donc tout ce qu'il y a autour de cet élément sont des
facteur non essentiel Non, en fait, ce que je veux dire, l'intuition derrière, c'est qu'effectivement, la différence entre, quand on dit la Seconde Guerre mondiale était inexorable, la première, et quand on dit, bon, c'est pas de peau que Napoléon a perdu, la différence, c'est, évidemment, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, beaucoup de gens qui font de la sémantique des mondes possibles, la théorie des modalités le disent, la différence à avoir avec la manière dont le monde actuel se rapporte au monde possible proche. En fait. Et alors on définit proche à partir de l'événement focal, évidemment on ne regarde pas tous les mondes possibles, et l'idée c'est que dans la plupart des mondes possibles autour du monde actuel, il y a une première guerre mondiale, même si elle ne commence pas le même jour, même si l'événement déclenchant n'est pas le même, etc. Et ce qu'on entend par contingent, c'est, on imagine le monde actuel, et si vous regardez l'ensemble des mondes possibles qui sont proches, dans pas mal de mondes possibles, l'événement en question, mon truc c'était la défaite de Napoléon arrive, puis dans d'autres mondes possibles, il n'arrive pas. Et en fait, ce que j'essaye de faire, alors plus dans la version anglaise, il y a des schémas et tout, mais ce que j'essaye de montrer, je pense que ça a vraiment à voir avec une structure, en gros, même si vous, quel que soit le voisinage, prenez l'espace des mondes possibles, le monde actuel, quel que soit le voisinage du monde possible, du monde actuel, vous aurez des mondes possibles où l'événement focal, la défaite de Napoléon, n'arrive pas. En fait. Je pense que ça a vraiment à voir avec ça, la contingence. Et ça renvoie à deux idées qui ne sont pas du tout les miennes, hein, mais par rapport à la causalité. La première, c'est que dans cette histoire de Première Guerre mondiale, on a une équivoque entre ce qui est contingence, c'est la Première Guerre mondiale telle qu'elle a eu lieu, donc commençant en juin 14. Ce qui n'est pas contingence, ce qui est plus inexorable, c'est une guerre mondiale autour de 1914. Donc l'événement, comme dit David Lewis ou d'autres, n'a pas le même grain. Il y a un événement gros, une guerre mondiale en 14, et un événement très fin, la guerre mondiale qui commence le 1er juin 1914. Le 15 juin 1914. Et la seconde idée qui a à voir avec ça, c'est la différence que fait Dretske entre cause structurelle et cause déclenchante. Dretske dit, pour vous donner un exemple, si il y a le feu dans une forêt, parce que quelqu'un a laissé tomber un mégot. Okay. Mais en fait, c'est pas une bonne manière de poser les choses, parce il y a plein de mégots qui tombent dans les forêts, il n'y a pas de feu, et parfois, il y a un mégot, et puis parfois il suffit même d'un demi-mégot ou d'un quart de mégot. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mégot, c'est ce qu'il appelle la cause déclenchante, et la forêt, avec tout le reste, c'est ce qu'il appelle la cause structurante. Donc ça répond à quoi? Ça répond à l'idée que le mégot, en lui-même, s'il n'y a pas un certain espacement de la végétation, une certaine sécheresse du sol et de la végétation, un certain état du vent, il ne se passera rien. D'accord? Donc quand vous dites le mégot a causé un méga incendie, en fait non, vous dites je suppose qu'il y a telle et telle structure, et là il y a eu un mégot, et le mégot a causé un méga incendie, et vous avez toujours des causes structurantes et des causes déclenchantes. Et je pense que quand les événements sont inexorables, c'est que les causes structurantes sont tellement massives et sont tellement explicatives, en fait, c'est ça l'idée, que quel que soit, il peut y avoir plein d'événements déclenchants. Là, je me souviens que il y a un truc, ça m'avait frappé là cet été, il y a d'énormes incendies en Gironde, et il y en a un qui est parti, c'est juste un tracteur qui est passé en fait. Et il a fait une étincelle, juste le moteur, personne, c'est intéressant en termes juridiques, vraiment personne n'a rien fait. C'est pas quelqu'un qui jette le mégot alors que partout il y a des trucs écrits du genre surtout ne jetez rien et tout. Juste le tracteur est passé, c'était tellement sec avec des broussailles partout, direct, immense feu de forêt. Donc ça c'est, en fait l'idée c'est que dans mon langage, un événement inexorable, où aussi les causes structurelles étaient tellement... donc l'idée c'est que si vous voulez, les causes structurelles sont les mêmes dans tous les mondes possibles avoisinants, donc l'événement est inexorable, par contre dans chaque monde possible avoisinant, les causes déclenchantes sont différentes. Voilà, donc c'est pour un peu situer ce que je raconte par rapport à des distinctions philosophiques qui sont pas mal discutées.
Mais après, en fait, je ne sais pas si tout le monde connaît l'article de Russell sur la causalité, hein, mais alors ça a écrit en 1911 un article que j'aime bien, même s'il est assez... il ne passerait plus jamais dans une revue de philo, il est trop mal foutu. Et donc, en fait, ce que Russell dit, c'est vous grattez une allumette, hein, et l'allumette s'enflamme. Donc, les gens disent, bah voilà, c'est enflammé parce que vous l'avez gratté. Russell dit non. L'allumette s'est enflammée, mais en fait, il y a plein de facteurs causaux. D'abord, elle n'était pas mouillée, votre grattoir, il était bon. Enfin, j'ai plein de boîtes d'allumettes chez moi, elles sont très vieilles, je ne peux pas gratter une allumette, c'est juste pas possible, ça marche jamais, c'est juste le phosphore qui s'en va, quoi. Il y avait de l'air dans la pièce, s'il n'y a pas d'air, ça ne marche pas. Au moins ça. Pièce pas trop humide, etc., etc. Et donc en fait, ce que dit Russell, et lui Russell, il est pragmatiste, il est presque éliminativiste. Pour lui, c'est l'aphorisme célèbre, hein, la causalité, c'est un peu comme la royauté en politique, hein. C'est un concept caduc. En science, la causalité, c'est caduc. En science, pour lui, même si beaucoup de philosophes des sciences seraient plus d'accord du tout, mais pour lui, il n'y a que des corrélations réglées plus ou moins fortes, etc. Causalité, truc métaphysique, on s'en passe. Mais son argument sur l'allumette me semble effectivement assez intéressant. Enfin, oui, le grattage de l'allumette n'est pas la cause, n'est pas juste la cause avec un grand la de l'allumette qui s'enflamme. Alors, Russell, il soutient une thèse qui, d'ailleurs, dans la philosophie de la causalité, s'appelle pragmatisme. Il dit on contrôle le mouvement de l'allumette. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la cause. Autrement dit, tout événement s'inscrit dans un réseau d'événements antécédents auxquels il succède de manière relativement régulière. Et il y en a certains qu'on peut contrôler. Et ceux-là, on les appelle causes. Mais évidemment, ça a à voir, la notion même de cause n'est pas du tout ontologique. Elle est complètement définie par nos capacités et nos projets de contrôle. Et en ce sens, si vous voulez, donc lui, il a une vision pragmatiste, éliminativiste de la causalité. Et les gens, et moi aussi, enfin, quand on fait ces distinctions entre cause structurelle, cause déclenchante, etc., on essaye de mettre un peu à distance ce pragmatisme-là. Voilà. Et de manière générale, quelque chose qui est assez constant dans ce livre, mais j'essaye jusqu'à un certain point d'accepter la position pragmatiste, mais quand même pas jusqu'au bout. Hein. Et alors typiquement, c'est quelque chose qui est fondamental dès qu'il y a question de justification des croyances. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes... C'est quoi par exemple, et donc je prends l'exemple de Pistorius, tout le monde se rappelle l'histoire de Pistorius, hein, mais de manière générale, l'analogie avec le juridique, que je discute beaucoup avec quelqu'un que vous connaissez aussi, qui est Marion Worms, on a pas mal causé de ça pour la philo des sciences. Et quand vous jugez quelqu'un, la question c'est est-ce que vous jugez uniquement sur la base des preuves matérielles, des données, hein, en épistémologie on appelle ça évidentialisme. Donc est-ce que vous devez croire à, par exemple, la culpabilité ou l'absence de culpabilité uniquement sur la base des données matérielles, ou est-ce que, d'une part, vous croyez aussi sur la base de considérations quant aux conséquences de vos croyances, et même est-ce que vous devez croire sur la base de considérations quant aux conséquences de vos croyances? Ça veut dire quoi, considération quant aux conséquences de vos croyances? Ça veut dire quand vous jugez quelqu'un, il y a une petite différence entre le gars qui va prendre 30 années de prison suite à votre jugement, et le gars qui va prendre un rappel à la loi. Et est-ce que cette différence-là entre en ligne de compte dans la justification de la croyance? C'est ça le pragmatisme. Et est-ce que le pragmatisme, c'est elle doit entrer en ligne de compte dans la justification de la croyance? Et donc ça, c'est aussi une question pourquoi, mais là, pas du tout sur la causalité, sur la justification. Et là, il y a aussi une version pragmatiste de ce que c'est qu'une raison, et c'est ce que j'essaye de discuter un peu. Hein, et effectivement, encore une fois, c'est une solution tiède. Hein, je suis pas pragmatisme radical, c'est-à-dire que, en gros, vous devez toujours faire entrer en compte les conséquences de votre croyance dans la justification de votre croyance, au même titre que evidence en anglais, hein, que les données matérielles, etc. Mais évidemment, c'est très très actuel, hein, ça, parce que la question du pragmatisme, enfin, je pense que vous avez vu, mais la question du pragmatisme, c'est la question, par exemple, de
Est-ce qu'on doit accepter des opinions militantes quand on fait de la sociologie ou est-ce qu'on doit complètement se foutre de la justice sociale quand on fait de la sociologie des prisons, ce genre de choses. Et donc voilà, mais je pense que jusqu'à un certain point, effectivement, c'est très difficile. Alors dans le cas judiciaire, ça me semble même impossible, raisonnablement, de faire complètement abstraction de la différence entre un cas où vous jugez quelqu'un qui encourt 5 ans de prison et quelqu'un qui encourt la prison à vie, pour une raison très simple, qui est en quelque sorte finitiste, qui est que vous n'avez jamais une somme infinie de données matérielles, de evidence, de faits, sur lesquels baser votre jugement. Si vous aviez, alors, oui, on pourrait dire, mon jugement, il est infiniment informé, il est complètement rationnel, peu importe les conséquences de ce jugement. Mais comme vous n'avez pas ça, alors il faut faire entrer des considérations pragmatiques en ligne de compte. Et c'est la même chose en science, c'est-à-dire qu'il n'est pas absurde, par exemple, de faire des recherches scientifiques sur les OGM en prenant en compte le fait que c'est pas juste une question de c'est nocif ou c'est pas nocif, mais aussi une question de qu'est-ce que ça va faire à l'opinion publique, la publication de mon étude, etc. J'espère que c'est assez clair pour vous le fait que le pragmatisme concernant les justifications, c'est la même question que le pragmatisme concernant la théorie de la causalité, transplantée. Et voilà, donc c'est d'une autre manière, c'est un livre sur les limites en gros du réalisme versus le pragmatisme. Je voudrais rebondir sur ce thème de la justification de la croyance. Et je me disais, est-ce que dans ce livre-là, tu détermines une série de critères pour dire dans quelle mesure est-ce qu'une croyance est bien justifiée ou pas? En fait, en arrière-fond, j'ai aussi en tête la question des théories des complots, etc. De dire, finalement, on peut toujours rétorquer, c'est injustifié ou c'est pas assez justifié. Et donc finalement, à partir de quand est-ce qu'on peut dire, finalement, voilà, je suis arrivée à une liste de critères qui n'est pas exhaustive, mais que je peux considérer comme suffisante pour dire que ma croyance est justifiée, pour dire qu'elle explique bien ou pas. Ah ouais. J'ai un chapitre d'ailleurs sur la théorie du complot, parce que ça accroche plus les gens. J'aime bien, enfin bon, je suis déjà raconté ailleurs à peu près tout ce que je disais. Mais donc, alors d'un côté, j'ai pas de critères, je pense pas qu'on puisse avoir une théorie générale des critères de ce qu'on doit croire. Je pense, pour les raisons que je viens de dire, qui sont qu'en gros, on n'a pas d'accès à l'infinité des données matérielles, qu'on ne peut pas ne pas être un peu pragmatiste, c'est-à-dire faire entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la croyance des facteurs pragmatiques. Je pense aussi que ça, en science, ça se traduit dans la question de l'allocation des ressources cognitives. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, typiquement, si je reprends l'analogie avec les procès, en gros, vous pouvez dire « Ah oui, mais je vais rajouter un témoin », si vous avez un grand procès comme dans les films américains. Et la légitimation pour dire « Ouais, je vais rajouter un témoin » dépend de l'importance du procès. Si c'est un gars qui a volé un autoradio, vous n'allez pas entendre toute la ville. Si c'est un d'énormes attentats, machin, etc., oui, vous pouvez avoir beaucoup de témoins. Et vous n'allez pas entendre toute la ville parce que si vous vouliez une justice absolue sur les voleurs d'autoradio, oui, il faudrait peut-être entendre toute la ville, mais ça voudrait dire qu'on serait en temps infini, en ressources infinies, etc. Ça n'est pas le cas. Donc, une fois que j'ai dit ça et que j'ai dit cette question de comment on alloue les ressources cognitives et comment on évalue l'allocation des ressources cognitives, en gros, sur les théories du complot, typiquement, je pense qu'il y a beaucoup de choses en jeu. L'une des choses, c'est des gens qui ont un degré d'exigence trop haut par rapport aux données matérielles disponibles. Et de manière générale, par rapport, pour le dire bêtement, à la rationalité du monde. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est les théoriciens du complot, ils veulent un narratif du monde qui soit absolument rationnel, alors que moi, je ne suis pas foutu de raconter 2 fois de suite sans incohérence ma journée d'hier. Donc l'exigence de la réalité est beaucoup trop forte. Mais ça veut dire quoi ça en fait? Ça veut dire que
la chose la plus proche d'un critère de la croyance que j'ai envie de donner, c'est ce que font les gens qui raisonnent en termes d'utilité épistémique, c'est-à-dire c'est croire quelque chose ou ne pas croire quelque chose, c'est rajouter dans son, quoi il disait le Web of Beliefs, dans ses roseaux de croyances, quelque chose qui implique assez souvent de faire des petites modifications dans l'ensemble des autres croyances. On appelle bayésianisme, une méthode éprouvée, etc., pour faire ces modifications, mais j'entre vraiment pas là-dedans. Moi, je dis juste, donc si vous... Alors pourquoi, par exemple, c'est même pas la peine de croire aux fantômes, même si quelqu'un vous raconte sa nuit de discussion avec le fantôme de Platon, parce que si les fantômes existent, je dois couler toute ma physique, au moins, et sans doute pas mal d'autres choses aussi, toute ma biologie, et c'est quand même un prix très très élevé pour m'autoriser à accepter comme vrai le récit d'un gars à moitié bourré qui se trouve être mon ami. Donc bon, je ne vais pas le faire. Et les théories du complot, c'est à peu près pareil aussi, c'est une question d'évaluation du coût et du bénéfice de la théorie en question. Alors j'aime pas, et alors je me réfère à quelque chose qu'on a publié avec Marion. Là-dessus, on essaye de montrer que théorie du complot, ça ne veut rien dire, que d'ailleurs, il n'y a pas de champ de théorie du complot, que d'ailleurs, ce n'est pas des théories. Mais bon, en tout cas, les croyances qualifiées de complotistes, je pense que, et comme beaucoup d'autres croyances, l'enjeu, c'est arriver à évaluer rationnellement les coûts et les bénéfices épistémiques de la chose, d'accepter la croyance en question. Et quand je dis coût épistémique, c'est mesurer la, entre guillemets, quantité de changements que vous devez faire à votre réseau de croyances. C'est complètement inspiré de l'idée de Quine, selon laquelle le savoir, c'est une sorte de chose structurée qui ressemble un peu à un oignon, avec des couches centrales qui sont la logique et les mathématiques, des couches très superficielles qui seraient, je sais pas, la sociologie des organisations et l'écologie des sols. Et évidemment, il est très rationnel quand on a un truc un peu bizarre en sociologie des organisations, de modifier ce qu'on connaît en sociologie des organisations, et pas directement de se dire « Ah, il faut maintenant abandonner l'arithmétique et la remplacer par une arithmétique non standard ». C'est un peu bizarre, dit Quine. Peut-être qu'il y a des cas où le coût épistémique consistant à refaire intégralement l'arithmétique serait, on ne l'en a jamais rencontré, mais peut-être qu'il y a des cas où ce serait justifié. Il est clair qu'il y a eu des cas où des espèces de choses fondamentales de la physique ont été... on a payé le coût épistémique qui a consisté par exemple à abandonner l'idée que la nature est continue avec la physique quantique. Et parce qu'on avait, le bénéfice c'était la physique quantique. Ouais. Justement, par mathématiques, quelle est la place qui reste aux mathématiques dans cette vision mitigée de la raison moyennement unifiée? Moins chez Leibniz ou plus que chez lui? Que deviennent les mathématiques dans cette affaire? Parce que si la rationalité est une, parce qu'elle cherche le fondement, ouais. Peut-on considérer que les mathématiques sont fondement? Ou la voie vers le fondement? Oui, partout? Alors, précaution d'usage, je ne suis pas du tout philosophe des mathématiques. Et je pense que cette question, je ne suis pas non plus complètement hermétique à la philosophie des mathématiques. Et donc cette question-là, je me la suis posée de deux manières. La première, c'est que je pense vraiment que les maths comme la philo n'ont pas de... Il faut vraiment être tordu, quoi, mais n'ont pas d'attestation expérimentale. Autant en physique, quand même, vous avez des expériences, autant en philo ou en maths, je ne vois pas trop comment. Et donc, il y a des proximités très fortes entre les maths et la philo. Enfin, c'est très trivial de dire ça, mais sur ce point-là, qui est qu'on va adjuger des théories sans test expérimental. Et la question, c'est comment on fait? En maths, oui, c'est un tas de choses qu'explorent les philosophes des mathématiques et que mettent en place les mathématiciens. C'est quand même très centré sur ce qu'on appelle la logique. Mais c'est clair que quand vous évaluez par exemple des axiomatiques, il n'y a pas que de la logique, il y a des critères, simplicité, parcimonie, enfin il y a pas mal de choses qui entrent en jeu, et il y a pas mal de choses qui entrent en jeu aussi en philosophie quand vous allez discuter d'une option métaphysique. Donc ça c'est assez proche, et en ce sens, dans la structure du savoir, je serais tenté de dire que la manière dont le lieu des maths et celui de la métaphysique ne sont pas si éloignés que ça.
l'autre aspect, c'est un peu ce que j'avais tendance à dire à la fin, mais c'est peut-être parce que je suis trop, entre guillemets, pro-mathématisant comme philosophe que je vois les choses comme ça. Mais je pense que en termes d'expression de ce qui est, de ce qu'on veut dire ou formuler ou argumenter en philosophie, le langage mathématique est quelque chose de disponible en fait. C'est ces histoires de coûts épistémiques, c'est quand même ultimement des choses qui peuvent se formuler en termes mathématiques. Les théories de la mort sur lesquelles j'ai pas mal travaillé, je viens d'écrire un livre, ultimement ça a beaucoup à voir avec un compromis entre reproduction et survie. Et donc c'est trade-off hein, en anglais. Et donc ça, la question c'est comment vous les posez, comment vous les évaluez, c'est quoi l'équivalent qui vous permettrait de comparer une unité de survie à une unité de reproduction ou à un nouveau descendant si vous voulez. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment si vous ne faites pas de biologie, vous n'êtes pas familier, et donc je pense qu'il y a aussi ce rôle des mathématiques comme de ce par quoi vous pouvez construire des arguments qui sont philosophiques et qui eux-mêmes permettent de délimiter l'espace du discours ou du raisonnement légitime en termes de causalité, l'espace des raisonnements et des justifications légitimes, etc. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, hein, mais alors effectivement, pour l'idéal, c'est Leibniz, parce que Leibniz, c'est des mathématiques. Que, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec Leibniz, mais vous avez la combinatoire, la théorie des probas, tout ce qui raconte sur, par exemple, tout ce qui raconte sur les organismes. Un organisme, c'est une machine infiniment organisée. Là, ça se comprend à partir du calcul infinitésimal. Ce qui raconte sur la contingence et la nécessité aussi, c'est du calcul infinitésimal et des séries. Une personne comme moi, c'est une série d'événements, tout ça a l'air très contingent, mais Dieu voit la raison mathématique de la série. C'est un délice, Leibniz, quand on a un petit goût pour les mathématiques, parce que l'intégralité de la philosophie naturelle et de la philosophie pas naturelle, hein, de la logique, de la métaphysique et de l'éthique sont mathématiques. Vous avez des textes superbes où il explique que le droit, c'est jamais que des maths. Hein. C'est-à-dire que c'est des rapports de proportion entre récompense, sanction et actes. À partir du moment où vous avez quantifié les actes, c'est bon. Voilà. Donc je pense que ça, c'est plus possible de penser ça. Hein. Et justement, et c'est pour ça que je parle de Leibniz, justement, ça laisse, je réponds un peu longuement, mais ça me travaille beaucoup, ça laisse un espace à quelque chose qui est, pour le dire très vite, je pense que vous savez, à Leibniz, principe du meilleur. Hein. Donc Dieu choisit ce monde, et c'est parce que Dieu a choisi ce monde-ci qui est le meilleur qu'on a le droit de dire que la lumière va en ligne droite, parce que c'est mieux, parce que c'est optimal. Et donc, le raisonnement d'optimalité, qui fonde le raisonnement de finalité, hein, je veux dire, le chien va boire parce qu'il a soif, c'est un raisonnement final, ça instancie une optimalité, ça c'est justifié parce que Dieu a choisi le meilleur. Et il y a une mathématique du meilleur qui est ultimement pour Leibniz la métaphysique. Et ce qui est intriguant, c'est que plus personne ne pense à Dieu comme le fondement de la... Enfin, sauf éventuellement quelques physiciens attardés, mais bon, ça se fait rare quand même. Vous pouvez pas faire de... Je sais pas, la mécanique, c'est des calculs, vous avez des théories de minimisation de l'énergie libre, hein, qui fait que vous faites de la mécanique. Bon, alors ce que je connais bien, la sélection naturelle, c'est la maximisation de la valeur reproductive, ce qu'on appelle la fitness. Vous avez partout, dans toutes les sciences, de manière très formelle, des théorèmes d'optimalité. Et il n'y a pas de Dieu qui justifie tout ça. Alors c'est quoi, si vous voulez, la justification mathématique de cette optimalité qui est la raison de pas mal de phénomènes et qui est aussi alors en économie c'est facile, on va dire bah oui, les humains ils maximisent tout le temps leur utilité, mais bon ils raisonnent, donc voilà, c'est des maximisateurs, etc. Mais la nature c'est plus compliqué à avaler si vous n'avez pas Dieu derrière. Et donc pour terminer, hein, la place de comprendre la place des mathématiques, pour moi c'est comprendre la justification d'une mathématique de l'optimalité qui est vraiment à l'œuvre dans toutes les sciences. Et c'est pas simple. Alors, évidemment, il y a toujours une solution pragmatiste, hein. On fait ça parce que ça marche. J'espère qu'il n'y a pas un pragmatiste dur dans la salle, hein, mais vous pouvez, mais je caricature, mais ultimement, ça a à voir avec ça. Donc, je ne suis pas pragmatiste dur, mais effectivement, donc j'ai pas de réponse à cette question de la mathématique de l'optimalité, mais pour moi, la question, elle est là, en fait, du rôle des mathématiques.
Ouais, je vous en prie. Oui, en biologie, sur le rôle de la fonction. Ouais. Ça nous fait un peu sortir peut-être. Non. Parce que je pense savoir que vous voulez réintroduire la notion d'agentivité en biologie. Donc c'est distinct du finalisme, j'imagine. Et pourtant, est-ce que vraiment on peut se débarrasser de tout modèle finaliste en biologie? Est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, l'agentivité de lui sans rapport à son environnement, son milieu? Alors, en fait, en deux mots, si vous voulez, et si ça vous intéresse, hein, il y a deux livres qui sont vraiment pour moi des livres de philosophie importants. L'un de Samir Okasha qui s'appelle Goals on Agency and Evolution, et l'autre de Dennis Walsh qui s'appelle Organisms, Agency and Evolution. Les deux sont assez récents. C'est bien, c'est un chouette problème de philo, ils sont d'accord sur rien, donc ça c'est bien. Sauf sur le fait qu'on peut parler en termes d'agency, d'agentivité en biologie. Et en gros, vous avez deux aspects. Hein. Alors l'agentivité est une forme de finalité. Bon, c'est pas exactement comme de la fonction. La fonction, c'est, vous avez un trait, okay, un organe par exemple, et vous expliquez l'existence de l'organe par ce qu'il fait. Donc ça c'est une fonction. Il y a des théories, alors c'est ça que je discute un peu dans le livre, mais il y a des théories qui essaient philosophiques, hein, qui explicitent ça en termes de sélection naturelle, c'est-à-dire que le rein a pour fonction d'éliminer des toxines, est un énoncé qui explique l'existence du rein, et le rein a pour fonction d'éliminer des toxines, veut dire que le rein a été sélectionné parce que les organismes qui avaient des reins marchaient mieux que les autres et avaient plus de descendants. Bon, okay. Ça c'est la fonction. Maintenant l'agentivité, un agent c'est pas un rein, c'est un organisme. C'est un organisme qui est... Donc la question c'est, a-t-on le droit de dire que le loup chasse l'antilope, veut bouffer l'antilope, en tout cas tend à bouffer l'antilope, et donc d'expliquer le comportement du loup à partir de son but de croquer l'antilope. Et donc est-ce qu'on a le droit de le faire et qu'est-ce qu'on dit quand on le fait? Et en gros, il y a des darwiniens, Okasha est le darwinien orthodoxe, ces gens qui disent oui, on peut le faire complètement, il n'y a pas de problème, parce que en gros, il existe, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être assez formel, et puis c'est un truc finalement compliqué. Enfin, c'est pas évident que ça tienne complètement la route, mais l'idée c'est très simple. L'idée c'est que la sélection naturelle est un processus qui va maximiser ce qu'on appelle la valeur reproductive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traits qui augmentent les chances de leurs porteurs de se reproduire sont les traits que vous allez trouver dans la nature 3 générations ou 15 générations plus tard. Donc vous avez maximisé la valeur reproductive des individus. Et donc, prémisse évidemment, en économie, c'est quoi un agent rationnel? C'est un machin qui maximise son utilité. Donc, je pense que vous connaissez tous ça. C'est quoi l'utilité? Ben voilà, j'ai des paniers de biens différents, les glaces à la vanille, je préfère la glace à la vanille à la glace à la fraise, la glace à la fraise à la glace au chocolat, la glace au chocolat, je préfère vanille à fraise, fraise à chocolat, bon, je préfère A à B, B à C, A à B et B à C, et donc si j'ai A, B et C devant moi, je vais prendre A parce que c'est celui que je préfère. Alors on peut quantifier la préférence, ça s'appelle l'utilité. On va dire, voilà, on met un nombre sur chacun des trucs, et donc on peut concevoir nos choix comme maximiser l'utilité. Bon, ça c'est le truc de base hein, d'économie, je suis nul en économie, mais c'est le truc de base. Donc un agent rationnel, il maximise son utilité, on l'appelle d'ailleurs rationnel parce qu'il peut maximiser son utilité. Et l'une des conditions, c'est que ses préférences soient transitives. C'est-à-dire que si l'agent il préfère la glace à la vanille à la glace à la fraise, la glace à la fraise à la glace au chocolat, mais il préfère la glace au chocolat à la glace à la vanille, on dirait qu'il n'est pas rationnel en économie parce qu'en fait on ne peut absolument pas déchiffrer ses choix. Si l'agent... Maintenant, à partir du moment où vous avez maximisation avec la sélection naturelle, en fait, il y a des auteurs qui ont montré que vous pouvez parler en gros ça marche, l'utilité, ça marche comme la valeur reproductive, la fitness, ça se trouve. Pendant des années j'ai travaillé un livre avec Jean Gaillon, donc c'est pour ça que je le mentionne, et puis Michael Kozik, Johan Martins, Bernard Balizère, bref, des philosophes de l'économie, des biologistes, des philosophes de la biologie, un livre sur le rapport entre économie et biologie d'évolution.
Et le cœur de ça, c'est le rapport entre l'utilité des économistes et la fitness des biologistes. Et ça marche formellement pareil. Si vous dites que c'est pareil, vous dites que la biologie est une science de l'allocation des ressources rares, un organisme, c'est un agent qui maximise son utilisation des ressources rares. Et là, bon, effectivement, la biologie et l'économie deviennent très pareilles. Et si vous avez dit ça, alors oui, effectivement, donc vous avez dit deux choses. Hein. Vous avez dit un agent, c'est quelque chose qui maximise son utilité. La biologie est régie par la sélection naturelle, pour faire un énoncé caricatural, et la sélection naturelle maximise la fitness. Donc au fond, les organismes, c'est des maximisateurs de fitness, donc au fond, c'est des agents rationnels. Ça va, ça? Ça, c'est l'approche darwinienne du problème. Et en fait, ce que Okasha dit très bien, c'est que c'est une manière de dire. Je veux dire, personne ne va penser que l'huître est un agent comme moi. Mais effectivement, la science nous montre que la meilleure manière qu'on a de concevoir l'huître, c'est de dire que c'est un agent. Alors que Dennis Walsh, c'est la version très radicale qui consiste à dire que de même que nous sommes des agents, et ici un agent, et c'est pour ça que je vous en parle, ça va vraiment dans le sens de votre question, un agent c'est quelque chose qui, dans un environnement, se saisit de ce qu'on appelle affordances en anglais, hein, des possibilités offertes par l'environnement pour remplir quelque chose comme son but, oui, en fait, on peut difficilement le dire autrement. Hein. Et donc, Dennis Walsh, comme un certain nombre de biologistes, il y a un très gros programme en ce moment qui rassemble des biologistes comme Sonia Soultan, des philosophes en Europe et même aux États-Unis, sur peut-on redonner sens à l'agentivité en biologie. Et donc, effectivement, c'est une sorte de néo-aristotélisme. Vous savez peut-être qu'il y a du néo-aristotélisme en éthique, il y en a en philosophie de la cognition, du néo-aristotélisme en biologie. Hein. Et là, oui, alors ces gens pensent qu'il y a les organismes, les huîtres sont des vrais agents comme moi. Alors évidemment, avec des capacités cognitives bien moindres, un répertoire de buts bien moindre, vous avez assez peu d'huîtres qui achètent des bitcoins, mais quand même, philosophiquement, c'est pareil. C'est au sens où c'est des choses qui sont ontologiquement des agents, qui tombent sous la catégorie agent. Alors que les darwiniens ont tendance à dire que tout ce qui est vivant se pense sous la catégorie d'agents, mais par ailleurs, ce pas des agents parce qu'ils n'ont pas de capacité cognitive, ils n'ont pas de délibération, voilà. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment, en fait, de toutes ces manières, il est quand même assez légitime de parler d'agents en biologie. En gros, c'est juste la balance, le poids ontologique du concept d'agent qui est discuté, hein, mais soit, pour dire très vite, vous êtes darwinien et alors vous vous dites que si vous voulez savoir pourquoi tel organisme a tel trait, il faut vous demander ce que l'organisme voulait faire dans son environnement pour se reproduire le mieux possible. D'accord ? Par exemple, pourquoi l'élan d'Irlande a des bois comme ça très longs ? Parce que ce qu'il voulait, c'était influencer les femelles de telle et telle manière pour avoir le plus de descendants possible. Et de telle et telle manière, vous avez des choix théoriques sur ça, je ne rentre pas là-dedans, c'est très discuté. Mais voilà, mais évidemment, le processus sous-jacent, c'est pas ça. Le processus sous-jacent, pour un darwinien classique, c'est des variations de fréquence de gènes, de génération en génération. Les gènes qui conditionnaient les bois de l'élan d'Irlande étant de plus en plus représentés dans les générations suivantes. Mais alors que oui, les néo-aristotéliciens, je pense que Dennis Walsh ne récuserait pas l'étiquette, pensent que l'élan d'Irlande est un agent qui a des buts. L'un de ses buts, c'est de se reproduire. Et donc, hop, il fait pousser ses bois. C'est une notion d'agentivité, et c'est ça qui est très difficile, assez découplée de la représentation. D'accord ? C'est pour ça que c'est pas absurde de dire il fait pousser ses bois. Il ne se représente rien, l'élan d'Irlande, il est comme l'huître. Mais là, l'idée, c'est que ces gens découpent l'agentivité de la représentation et de la délibération.